Il nous dit en définitive, je le lis rapidement dans le vieux français et puis après je vais l'interpréter tel que c'est interprété depuis très longtemps par les exégètes. Donc il nous dit, le grand empire sera par l'Angleterre, donc le pimpautant des ans de 300, grande copie passée par mer et terre, les Lusitains n'en seront pas contents. Alors ce qui signifie, bien que ici dans cette version-là, en définitive, j'ai pas amené la plus concrète qui correspond au facsimilé de l'édition de 1568 qui a été publiée donc il y a quelques années par Michel Chaumarat. Il y a une petite différence, il y a un mot qui manque ici mais que je rajouterai vocalement pour la précision. Donc il nous fait comprendre que le futur grand empire sera l'Angleterre. Le pimpautant, alors le pimpautant c'est un néologisme, c'est une construction qui est propre dans ce cas-là à Nostradamus, d'un mot de grec et latin qui signifie en définitive le plus puissant. Donc le plus puissant des ans de plus de 300. Le grand empire sera l'Angleterre, le plus puissant des ans de plus de 300. Donc il nous donne une temporalité. Oui. Il désigne une nation. 2 points, puisque ces quatrains à deuxième ligne sont toujours ponctués par 2 points. Donc, par conséquent, de grandes copies passeront entre mer et terre, donc on comprend par le terme copie donc des influences, des échanges. D'accord ? Donc ça sous-entend donc une grande activité commerciale, maritime et culturelle, tout à fait. Et pour autre conséquence, les Lusitains, donc les Lusitains, c'est l'ancien qualificatif des Portugais et d'une partie de l'ouest de l'Espagne, en définitive. Donc les Lusitains n'en seront pas contents. Alors, ce quatrain fait partie de la troisième partie en fait de sa trilogie, parce qu'il est dit en 3 fois ce que j'appelle sa trilogie. Et cette troisième partie, en définitive, contrairement aux 2 premières, va être éditée 2 ans après sa mort. Donc le 3e tiers, qui est introduit par une très longue lettre au roi qui désigne sous le qualificatif au roi Henri de France II. On suppose que c'est le roi Henri II de l'époque. Depuis lors, il y a d'autres théories, pour tout un tas de raisons. Cette 3e partie n'aura pas l'aval de publication, puisqu'on n'a pas retrouvé à la date en question un imprimé d'origine de la date en question, mais uniquement 10 ans plus tard. Et elle est ponctuée au final par une annonce qui fait de l'Angleterre le futur empire des 300 ans et plus à venir, et pour conséquence donc les Portugais qui n'en seront pas satisfaits. Lorsqu'il écrit ça, daté en 1558, et même lorsque ça paraît en 1568, donc 2 ans après sa mort, à cette époque-là, l'Espagne depuis 1492, ainsi que le Portugal, puis 40 à 50 ans après, la France et les Pays-Bas se sont lancés à la conquête des océans, à la conquête du globe. Ils ont constitué des empires. L'Angleterre, à ce moment-là, n'a pas encore une seule colonie, même infime, où que ce soit. Ça sous-entend qu'il va complètement à contre-courant et qui nous dit, mesdames et messieurs, ce ne sera pas l'Espagne, ce ne sera pas le Portugal, ce ne sera pas la France, ce ne sera pas les Pays-Bas. Et il évoque, pour n'évoquer que les nations européennes en plus. Hein. Il évoque même pas l'Empire ottoman qui aurait pu, à cette époque-là, également s'engager dans une conquête océanique. Pourquoi pas Non, il nous dit c'est l'Angleterre. Donc, en matière, cet élément-là, qui réserve à la fin, en plus, pour qu'on soit sûr de ne pas le rater, quelque part. Oui.
Et en plus, qui peut... Oui, oui. Et qui n'a pas, à mon sens, d'équivalent dans la précision, dans l'histoire du monde prophétique. On peut trouver beaucoup de choses. Il y a débat sur ces sujets-là. Sans parler des fausses prophéties qui ont été écrites par certains bien après que certains événements se soient produits et qu'on a tenté de faire passer pour des choses déjà existantes au préalable. Je pense notamment à la prophétie d'Orval, qui est toute la gloire théoriquement de Napoléon, qui aurait été soi-disant écrite donc avant toute sa geste européenne. Et on suppose depuis longtemps que c'est un faux, puisqu'on en trouve une trace concrète qu'en 1851, alors que les conquêtes napoléoniennes ont eu lieu déjà quelques décennies plus tôt. Oui, il y a une foison de prophéties. C'est un commerce qui a existé, qui peut avoir son intérêt, mais essentiellement d'ordre stratégique à caractère politique. Disons. Alors que là, effectivement, on est avec ce quatrain qui marque la conclusion de ses œuvres devant vraiment une preuve incontournable et indiscutable d'une véritable prophétie qui s'est avérée exacte. Et aujourd'hui, on voit bien que l'Empire anglais perdure. Alors tout à de fait. nos jours, et depuis, je pense que ça doit faire pas loin de 300 ans. Alors justement, l'Empire anglais a commencé à se développer. Les premières expéditions se sont développées à peu près 20 ou 30 ans après que Nostradamus ait ponctué ses écrits de la sorte. Et on sait que ce texte-là est un texte original. On a les publications originales. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On n'est pas face à un faux, notamment. Et la suite aura démontré effectivement que... il avait raison. Il avait raison. Les Anglais, à partir sous Élisabeth Ier, donc en 1580, ont commencé à armer des flottes pour commencer à installer quelques colonies de ci de là. Ça s'est fait de façon très sporadique, progressive, et ce n'est par la suite qu'un siècle plus tard, au début notamment du XVIIIe siècle, avec une année clé à mon sens 1703, lorsqu'il conclut un accord avec les Portugais, un accord qui va en définitive tourner largement à leur avantage, qu'ils deviennent très rapidement le premier empire donc, planétaire. Oui. Ils dépassent l'Espagne, le Portugal, la France au début du XVIIIe siècle, avec une hégémonie qui allait aller sans cesse croissante, jusqu'à, disons, le milieu du XXe siècle, où peu à peu leur influence va... Donc ça veut dire... On est dans 300 ans. Quoi. Et on commence à être donc pas loin de la fin, finalement, de ce qu'il prédit dans son dernier quatrain. Ça, c'est le premier élément probant que tu découvres. Vis-à-vis d'un rationaliste pur et dur et un passionné d'histoire, dont je suis depuis longue date, généralement. Ouais. C'est étonnant. Oui. Premier point. Quels sont les deux autres points alors ? Alors, les deux autres points, alors celui-ci est d'ordre... Il faut se mettre donc, dans le contexte de l'époque. Ce qui préoccupait en définitive la question qui taraudait tous les puissants du continent européen, c'était celle-là. Qui allait être en définitive le maître des océans? Tout à fait. Et par conséquent, le maître du monde. Oui, oui. Et Nostradamus semble nous apporter une réponse probante à ce niveau-là. Tout à fait. Ce qui, à mon sens, est une des raisons pour laquelle cette troisième partie de son livre n'a été autorisée à la publication que 10 ans plus tard. Je pense que si, au moment où il date ce texte, en 1558, pour rappel, la première partie est éditée en 1555.
La seconde en 1557, puisque donc on a les originaux, oui. Et on a les dates donc également. Et la troisième partie en 1558. Je suis persuadé que s'il n'a pas pu le publier officiellement, parce qu'à cette époque-là, donc il fallait des autorisations royales pour pouvoir faire imprimer, c'est pour cette raison-là. C'est parce que ce quatrain en particulier allait totalement à l'encontre des intérêts donc, que pouvaient envisager, des intérêts étatiques et hégémoniques. Et notamment ceux de la France. Voilà, du camp français. Bien exactement. Sûr, bien sûr. Et s'il a été publié dans cette facture, donc 2 ans après la mort de Michel de Notre-Dame, de son vrai nom, je pense que c'est pour laisser ce texte à la postérité et qu'il a pu être imprimé qu'avec, à mon sens, la permission personnelle de la reine Catherine de Médicis qui accordait un grand intérêt au personnage. D'accord. Donc, il faut qu'on avance. On est toujours dans le premier élément ou c'est ce qui vient renforcer le premier élément en réalité. Quel est le deuxième élément qui va te sauter aux yeux alors le second élément... En allant rapidement... alors, le second élément, il est d'ordre comment dire, sociologique. Là, on était dans une considération étatique à niveau planétaire. Premier cas de figure. Parce qu'il opère en fait par catégorie. Le second élément, c'est d'ordre sociologique, idéologique. Là, il nous fait comprendre en fait que les religions étaient sur le point de connaître des mutations telles, donc il englobe toutes les religions. Il ne désigne pas nommément. Alors il dit les religions et les sectes, ça sous-entend un certain nombre de courants théologiques. Qu'elles étaient sur le point de connaître des mutations telles que s'il avait à les décrire, ceux qui auraient à le lire trouveraient ces précisions tellement mal en accord avec leurs principes, leurs suppositions, leurs croyances et leurs prétentions, qu'ils en viendraient à maudire les siècles futurs. Donc là, il nous dit en définitive quelque chose qu'il prétend ne pas nous dire tout en nous le disant. Donc la tournure est assez intéressante aussi, quoi. D'accord. Donc en ce sens, au XVIe siècle, malgré l'émergence du courant donc, protestant chrétien qui s'oppose au courant catholique, on a intégré cette notion de réforme. C'est pas un souci, mais lui nous fait comprendre non, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Donc c'est aussi très risqué pour lui. C'est très risqué parce qu'à cette époque-là, on se rend compte de la puissance de l'Église. Qui rigolait pas avec ce genre de choses et de prétentions, en tout cas d'annoncer de telles choses, ça devait être particulièrement mal vu. Et c'est mal vu, c'est osé, c'est risqué pour sa vie. D'ailleurs, il a toujours essayé de passer entre les gouttes, mais bon, il a pris des risques à tout moment par rapport à ce qu'il supposait être ces visions du futur, quoi. Alors ça, c'est effectivement le second élément. Le second élément, quand on voit aujourd'hui... Et celui-là est d'ordre idéologique. Les différents Vaticans voilà, sont produits tout à fait. Ces dernières décennies. Sans compter forcément avec tout ce qui allait se produire en France à partir de la Révolution française. Sans parler du New Age, enfin, je ne suis même pas sûr qu'il ait pu envisager une chose pareille. Voilà, pour lui, ça rentrait dans la catégorie des sectes, quoi, plus ou moins. Donc ça, c'est bon, le deuxième là, on est dans le love and peace, on est dans un courant très quelque part un peu chrétien, idéaliste quelque part. Quoi, troisième élément. Alors troisième élément, celui-là est très surprenant.
Alors, je sais pas, j'ai pas les passages en tête là, mais je le connais de tête, quoi. Hein. Donc, troisième élément, il cite très peu de dates au fil de ces quatrains, au fil de ces lettres. Donc, je les énumère ici. Elles sont précises. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, on essaie de nous faire croire à certaines dates qu'aurait prédit Nostradamus pour 2016, 2015, 2035. C'est toujours des supputations qui reposent sur du vide, puisqu'il n'y a aucune date en relation que le personnage évoque en tant que tel. Donc là, on est dans quelque chose qui ressemble à une sorte d'amusement public autour du personnage, quoi. Donc ce troisième élément, c'est une date bien précise. Alors, par rapport aux dates, je tiens à dire avant que les rares dates qu'il mentionne, à part une qui est très lointaine, très lointaine à nous, et dont il prétend que ses prophéties vont jusqu'à cette date, qui est 3797, ce qui est un peu curieux, mais depuis le temps, les exégètes ont supposé que cette date était codée, qu'elle était donc à décrypter. Moi, je donne mon décryptage donc sur la date en question. Donc, si on fait abstraction de cette date-là, parce qu'il s'amuse avec les calendriers aussi, les calendriers, oui, puis, rien ne l'empêche en fait de construire ses codes à sa guise. C'est lui le maître à bord. Et c'est au chercheur de chercher et de trouver sa logique, d'essayer de fonctionner de façon mentaliste, pour employer un mot très en vogue actuellement. Et donc alors cette date de troisième élément. Et cette date-là, c'est 1792. Alors celle-là, pour tout passionné d'histoire, c'est quand même une date dans l'histoire de France qui est clivante. Donc on est après le soulèvement de ce qu'on appelle la Révolution française en 1789. En 89, donc, on passe progressivement, donc, à l'espace de 3 ans, en 2 ans, d'une monarchie absolue à une monarchie donc, représentative. Et donc où le peuple va être globalement donc, mieux représenté par ses élus. Le roi de France garde encore un pouvoir de veto sur les décisions des assemblées. Mais ce n'est pas suffisant, apparemment. Donc, et en 1792, c'est à mon sens, à ce moment-là, que débute ce qu'on appelle vraiment la Révolution française. Parce que là, c'est l'institution donc monarchique qui est mise à bas. C'est un coup d'État révolutionnaire qui va se revendiquer de républicain, qui va se passer de la monarchie. Et donc ça va être donc dans l'histoire de France la date la plus clivante qui s'était produite jusque-là. Oui. La France rentre donc dans l'équivalent d'une guerre civile. Là où on voulait théoriquement prôner des idéaux donc d'égalité, de liberté, de fraternité, donc ce sont des guillotines qui sont dressées dans toutes les places. Ce qu'on pensait pouvoir être la liberté de la presse n'existe plus tout à coup. On tombe dans un régime totalitaire. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui... Et Nostradamus lui dit quoi autour de cette date ? Cette date, c'est une des très rares dates qu'il mentionne dans la lettre au roi. Dans cette lettre au roi, il va mentionner que 4 dates. Et les 3 premières, je reviendrai dessus. Le moment venu, les événements n'ont pas présenté de lien avec ce qu'ils prétendaient. Ce sont des dates, une fois de plus, que les chercheurs supposent être cryptées. Moi, je donne mon décryptage également. Et à la fin de cette très longue lettre, il va mentionner 1792 et les quelques propos qu'il va mettre autour. On comprend qu'il y a quand même
quelque chose qui historiquement est un chamboulement, puisque il prend pour référent en fait, parce que c'est aussi le chantre de l'église, Nostradamus, c'est quand même, voilà, c'est un personnage qui est dans ce courant catholique, qui est croyant, qui est attaché à l'institution ecclésiastique telle qu'elle existe à son époque. Et il estime que s'en prendre donc à l'institution ecclésiastique, c'est s'en prendre à l'humanité. Voilà. Et donc les quelques propos qu'il met autour de la date, on comprend qu'en fait il y a une persécution de l'Église qui est conséquente, chose qui s'est produite durant cette année-là particulièrement, 1792, 1793, les quelques années qui ont suivi. Voilà, puisque pas besoin donc effectivement, la mention de cette date-là est effectivement très, très importante. Alors, elle est d'autant plus importante qu'il apporte une précision supplémentaire, terminologiquement, c'est-à-dire qu'il nous dit que l'on croira être un changement de siècle. D'accord. Alors, pour tout amateur d'histoire, voilà, à moins qu'on l'ait oublié, mais bon, en 1792, c'est l'instauration du calendrier révolutionnaire. Absolument. Donc, dans l'histoire de France, en 1792, c'est un nouveau siècle qui débute. Exactement. Un nouveau siècle officiel, 1792 étant l'an 1. Exact. Ça, donc, c'était pas évident de le deviner à l'époque. Voilà. Quand même. Voilà. Donc ça, c'est relativement troublant. Donc moi, ce sont les trois éléments qui m'ont permis en fait d'être interpellé par le personnage et de le prendre au mot. Donc, s'il ne s'est pas trompé sur ces trois catégories, en fait, de présage, le reste sur lequel il se serait soi-disant trompé, aurait-il uniquement la fonction d'un décor, ou alors y a-t-il un sens caché à y trouver? Et lequel et comment? Et c'est là que tu vas découvrir ce fameux code. Exactement. En tout cas, José, moi ce qui m'interpelle, ce qui m'amuse dans la démonstration que tu viens de faire avec ces trois éléments probants, et ce qui me surprend beaucoup, c'est que justement ces trois éléments qui sont vraiment marquants, qui sont criants de vérité pour Nostradamus, ces trois éléments, on n'entend jamais parler lorsqu'il y a des documentaires sur ce personnage. On va parler de choses beaucoup plus anecdotiques, mais c'est exactement là, ça. Ouais. En mettant en exergue ces trois quatrains, ces trois quatrains, ces trois éléments probants, tu démontres par A plus B que Nostradamus n'est véritablement pas un charlatan. Hein, et qui derrière, il y a une véritable connaissance, ou en tout cas, ou peut-être de véritables rendez-vous avec l'histoire, avec l'avenir, et qu'il savait quelque chose, qu'il avait reçu instruction de certaines choses, un certain plan, alors dans Top Secret, on va dire un agenda des faux dieux, un agenda qui appartient à un cycle plus grand encore, mais enfin bon. Là, tu nous démontres que c'est pas un charlatan, et c'est d'autant plus surprenant que finalement on aurait pu s'attendre à ce que ce soit démontré depuis longtemps. Alors les spécialistes sont très au fait de ces points-là. Ce qui est curieux, effectivement, c'est que dans les documentaires cruciaux par rapport au personnage, donc, ce ne soient pas des éléments qu'on mette en avant d'entrée de jeu, comme dans n'importe quelle enquête, avec le recul que l'on a maintenant, 450 ans, normalement on devrait poser sur la table les éléments probants, les indices qui vont dans le sens du personnage, et curieusement, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de tourner autour du pot pour à la fin nous présenter un personnage qui n'est concluant pour personne en définitive. Exactement. Où le maître mot qui va revenir en boucle va consister à dire que qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à ses écrits, que chacun peut y voir ce qu'il veut bien y voir. Donc sur ces trois points-là, à mon sens,
Et au regard de l'histoire, il a su vivre juste comme tu le soulevais. Oui, c'est très difficile de tenir ce discours. Et maintenant, je pense que c'est le moment de nous expliquer ce que tu as vu, une fois que tu as trouvé ces 3 éléments, ce que tu as compris, toi, juste en regardant finalement son œuvre et la structure de son œuvre. Alors, tu viens d'employer le terme judicieux, la structure de son œuvre. En fait, il s'y prend de façon très ordonnée. Et comme je disais au début de l'interview, à chaque coin en fait, de son ouvrage, il y a des éléments qui sont aptes à nous interpeller. Donc sa structure, comme je l'ai évoqué, est composée de 10 chapitres qu'il appelle ses centuries. Chaque chapitre est composé de 100 quatrains, donc hormis le 7e chapitre qui est incomplet, mais dont il nous dit qu'il a parachevé la Miliade. Moi j'ai trouvé un fil conducteur dans son ouvrage en partant d'une première interrogation qui était la présence du nom de Carcassonne comme premier lieu géographique. Alors que théoriquement il n'est pas d'ici, il n'est pas de cette région-là. Donc comme je suis carcassonnais, c'est une des raisons qui m'ont interpellé. Et ça voulait peut-être laisser sous-entendre une fois de plus, éventuellement que son œuvre était aussi protégée, aussi infranchissable quelque part, ou constituée à l'identique que la forteresse de Carcassonne avec ses différentes rangées de remparts successifs à passer, avant d'atteindre le cœur. Donc l'image, l'analogie m'a bien plu, et j'ai essayé de l'aborder comme ça. Donc s'il avait construit quelque chose de façon progressive, comment s'y était-il pris? Et j'ai commencé donc à observer ses écrits, non pas à travers le texte de ses quatrains, prioritairement, mais à travers sa grille numérique. 10 chapitres, 100 quatrains par chapitre. Et très vite, j'ai fait un parallèle entre sa composition structurelle et un millénaire, puisqu'un millénaire est bien composé de 10 siècles. Pour les 10 chapitres? Voilà, par comparaison. Et chaque siècle est bien composé de 100 ans, comme le nombre de quatrains dans ces chapitres. Donc chaque quatrain représenterait une année. Point d'interrogation. Hypothèse. Postulat. Donc à ce moment-là, si c'est intentionnel et si ça a une fonction, comment aurait-il pu faire pour placer les indices qui auraient permis de se servir de ce millénaire d'une façon ou d'une autre? Je m'explique. Il écrit la première partie en 1555. Si sa composition, sa miliade, malgré ce qui manque, sa miliade, les mille, a une fonction, et si chaque quatrain est l'équivalent d'une année, de 1555 à 1000 ans plus tard, ça nous reporte en 2554. Chaque quatrain une année, ça veut dire à la limite, si on pousse jusqu'au bout la logique, un vers correspond à une saison. Voilà, j'en ai parlé. Un vers, une saison. C'est le détail que je mets à plat aussi également. Donc, à mon sens, il a décomposé sa structure à l'identique que le cycle du temps dans sa globalité tel qu'il est calculé donc sous les climats de l'hémisphère nord ou sud qui sont soumis aux saisons. Le fait que ce soit sur 1000 ans, moi, m'intéresse particulièrement puisque dans Top Secret, on prêche depuis très longtemps qu'il y a l'histoire du monde est rythmée par des cycles de 1000 ans et que tous les 1000 ans, il y a une sorte de mise à jour de la mémoire de l'humanité à travers un cataclysme, etc., qui s'appellerait le blackout. Mais enfin bon, j'y reviendrai ça dans ma conclusion. D'accord, d'accord. Alors je poursuis donc. Alors pourquoi pas? Toujours est-il que la notion de 1000 ans, elle a soit une fonction calendaire, ou soit il fait référence de façon indirecte
à un courant de pensée qualifié de millénariste, en fait, qui puise sa source essentiellement dans le courant chrétien, dans les textes de l'Apocalypse, où l'on retrouve également cette notion de 1000 ans. Donc, première hypothèse que je soulevais, soit ces 1000 ans par équivalence nous portent jusqu'en 2555 et comment s'en servir et comment le justifier. Ça c'est, alors juste une petite parenthèse, c'est si on tient pour sûr la chronologie qui nous a été donnée officiellement. C'est-à-dire que si on en croit le récentisme, par exemple, les lecteurs de Top Secret ils connaissent bien cette spécialité, je veux dire, alternative de la chronologie de l'histoire de l'humanité. Pour les récentistes, 1500, c'est-à-dire le XVIe siècle, c'est pas du tout, forcément le XVIe siècle. Ça pourrait être le 7e siècle en réalité. Si on considère qu'il y a eu un ajout de siècles tout au long, lorsqu'il y a eu une reprise de l'histoire à la Renaissance, qu'on a ajouté des siècles à l'histoire pour donner une certaine légitimité au nouveau pouvoir qui s'instaurait avec cette nouvelle humanité qui renaissait à la Renaissance. Je ferme la parenthèse. D'accord, oui, j'ai découvert ces théories, oui, voilà. Effectivement, il y a quelque temps, là, sur une de tes vidéos, voilà. Donc, à son époque, lui va se baser sur ce qui est convenu, forcément. Donc, c'est sa base. Alors, soit ça peut avoir la fonction que j'évoquais tout à l'heure, et nous porter en 2554, et quelle utilité et comment, ou bien alors, parce que c'est un personnage qui s'inscrit dans un courant millénariste. Le courant millénariste croit en l'avènement d'un monde meilleur, mais ce monde meilleur, il passe immanquablement par une notion de conflit, de chaos. Voilà. Donc, ou bien alors, donc, la seconde hypothèse, c'est est-ce qu'il aurait symbolisé le second millénaire en s'y prenant de la sorte? Et quel indice aurait-il semé pour pouvoir, une fois avoir fait cette analogie, s'en convaincre? Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a des opposants du personnage qui nous disent que certains de ces quatrains semble décrire des événements qui sont produits avant lui. Voilà. Il y a notamment un historien qui a écrit un ouvrage à ce sujet, qui s'appelle Roger Prévost, qui soutient cette théorie. Il y en a d'autres également. Donc il n'aurait pas été l'évocateur du futur, mais en fait l'évocateur d'événements passés en les faisant passer pour des événements futurs. Et comme, en plus de cela... Ça rejoint assez les idées du récentisme, d'ailleurs. Là, on va que dans des domaines où le temps n'a pas toujours la notion qu'on lui prête. C'est un peu compliqué, mais bon. Et, curieusement, il va également employer très fréquemment des termes pour qualifier des nations, des régions, des fleuves ou autres, ou des populations, qui sont des termes passés d'usage à son époque. Souvent, il qualifie les Français de Gaulois, ou les Portugais de Lusitaniens, etc., etc. Donc c'est comme s'il faisait une référence à un passé également. Donc si la théorie que je défends, et c'est celle qui va se vérifier, il a schématisé sous sa structure donc littéraire composée en 10 chapitres et 100 quatrains le second millénaire. En fait, ça résume à dire que les chercheurs, à mon sens, jusqu'à maintenant, ont été en fait focalisés sur les quatrains comme ça, là où ils auraient dû prendre un peu plus de recul, et ils auraient privilégié la vision de la structure numérique et trouvé rapidement l'analogie. Donc ça sous-entend, à mon sens, qu'il se serait probablement servi d'une grande majorité de quatrains pour créer en définitive un leurre, un rideau de fumée, un brouillard, capable d'omnibuler une quantité de chercheurs pendant suffisamment de temps, et apparemment il a réussi, parce que si l'analogie que je soulève est la bonne, c'est intéressant. Ça voudrait dire que cet agenda, ce calendrier, selon toi, commencerait à l'an 1000 ?
Alors, tout à fait, c'est sa base. Ce serait sa base. 1000. Ce serait sa base. Et qu'il serait valable donc jusqu'à finalement à notre époque. Alors 2000, jusqu'à ça, j'aimerais bien que tu nous dises aussi comment on y arrive. Comment on y arrive. On va si y tu as des éléments pour, bien sûr pour notre période, pour aujourd'hui. Ah, et pour aujourd'hui, on a déjà dépassé l'an 2000, donc c'est une autre question. D'accord, que j'aimerais bien qu'on aborde à ce moment-là. Tout à fait. Alors, il y a un élément qui... il y a plusieurs éléments, mais il y en a un qui va être notable et qui peut correspondre à un premier indice qu'il sème pour nous faire donc comprendre que sa structure principale, son ouvrage principal, dans sa structure centurie et quatrain, est l'équivalent du second millénaire. Or, les dates qu'il mentionne dans les quatrains, il y en a très peu. La plus lointaine, et qui est par conséquent la plus proche de nous par le passé, se trouve être l'année 1999. C'est à mon sens comme s'il s'était servi de ce jalon pour marquer au plus près la limite finale de ces fameuses centuries. Très intéressant. Équivalente au bloc second millénaire. Premier indice. Oui. Si ma théorie est bonne, j'ai tout passé au crible forcément. Je me suis rendu compte que cette date est présente dans la 10e centurie. Or, la 10e centurie, selon ma théorie du second millénaire, correspondrait au XXe siècle. Absolument. Et l'année 1999 est présente dans cette centurie qui symboliserait le XXe siècle. Oui. Or, si l'on prend les autres dates qu'il mentionne, qui sont antérieures à 1999, il y en a 4 ou 5, pas plus. Ouais. Je me suis rendu compte qu'à aucun moment, elles ne sont situées, selon ma théorie, dans leur siècle, donc centurie, équivalente. D'accord. Donc ça fait de 1999 une exception, parce qu'elle est à la fois dans son siècle par corrélation correspondante, et que c'est celle qui est située en même temps la plus près de son année graduelle réelle. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est située donc au quatrain 72 de la 10e centurie, ce qui par correspondance numérique, selon la théorie du second millénaire, 72 correspondrait à l'année 1972, et elle n'est qu'à quelques pas de l'année réelle 1999. Alors que toutes les autres sont en plus de ça non présentes dans leur siècle correspondant et très éloignées de leur date réelle. Premier indice. Est-ce qu'elles sont ces dates, ces autres dates, en oui ou non? Est-ce qu'elles sont dans un ordre chronologique, ces dates? Pas du tout. Pas du tout, elles sont mélangées, d'accord. Du tout, elles sont mélangées. Alors, donc, tu disais premier indice, continue ta démonstration, excuse-moi de t'avoir interrompu. Voilà, donc ça c'est... alors, donc ça, premier point. Est-ce que c'est un indice qui nous place là, à un degré précis, au plus près de la fin du bloc? Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait apporter de l'eau au moulin de ma théorie? Alors, la théorie du deuxième millénaire. Du deuxième millénaire. Qui s'inscrit, mais tu sais, qui s'inscrit parfaitement avec la théorie du récentisme, finalement. Que je ne connais pas, que je découvrirai peut-être à l'occasion. Ça veut dire que certaines dates ont été fausses et que peut-être ce Michel de Notre-Dame apparaît tout de suite après le blackout et qu'en réalité, lui-même s'inscrirait dans le début de ce millénaire. Bon, tu découvriras. Oui, je n'ai pas suffisamment d'éléments par rapport à ça pour pouvoir donc faire des parallèles, des liens. Ce qui est certain, c'est qu'il se présente comme un maître du futur. Le futur, pour moi, est totalement impossible à présager. Et malgré donc mon approche rationaliste des choses, comme je disais tout à l'heure, il est interpellant. Il est interpellant et son calendrier existe bel et bien. Et ça, c'est la porte d'accès en définitive. Oui. Ce n'est que la porte d'accès.